Bonsoir, bienvenue à ce webinaire en direct que Proximus a réalisé ensemble avec Google Atelier Digital. Je m'appelle Marine, je suis expert conseiller pour les indépendants, starters et petites sociétés chez Proximus. Je vous présente mon collègue Mathias de Google Atelier Digital. Bonsoir Mathias. Bonjour Marine, bonjour à toutes et à tous. Le climat actuel nous a bien fait comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, il est devenu indispensable de travailler de façon digitale afin d'être accessible pour vos clients et vos futurs clients. Mais comment s'y mettre? À travers ce webinaire, nous allons vous expliquer pourquoi il est tellement important d'avoir un site web et sa boutique en ligne, quelle est la situation du marché, mais nous vous expliquerons aussi comment procéder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez cliquer sur l'icône question en bas à droite de votre écran et la question nous sera envoyée. Cette session sera enregistrée, donc vous aurez l'opportunité de la revoir ou certaines parties comme vous le souhaitez. Après la session, vous recevrez un mail avec le lien. Voilà, vous êtes prêts? On s'y met? Mathias, on commence? Eh bien, on peut commencer tout de suite, Marine. Effectivement, ce sera avec plaisir que nous commençons ce workshop pour initiation au marketing en ligne. Merci Marine pour la présentation. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, malgré, c'est vrai, un climat un peu compliqué de Covid-19. Effectivement, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais vous savez quoi? Le coach Google de la télé digitale que je suis, il vous conseille une chose. Il est important de garder le lien, de garder l'optimisme et de ne rien lâcher. Surtout dans ces périodes, dans une période comme aujourd'hui, comme dans une période actuellement maintenant où il est terriblement important d'être en ligne. Alors je suis très très heureux avec Google et Proximus pour ce partenariat unique d'être avec vous aujourd'hui et d'être en direct. Et comme Marine vous l'a dit, on est en chair et en os. Hein. Il est 19h et quelques minutes maintenant. Nous attendons toutes vos questions pendant ce workshop et je serai très très heureux d'y répondre avec Marine. Alors, quel est le programme aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? La première chose dont nous allons parler, c'est le parcours client, le fameux parcours client. Alors, deux mots déjà dans parcours client, puisque nous avons parcours et que nous avons client, ce sont deux choses importantes, hein, puisque nous allons prendre le client ou le client potentiel par la main. Et puis, nous allons aussi essayer de comprendre ce qu'on appelle le concept de micro-moment. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de micro-moment? Eh bien, vous allez voir que c'est envoyer le bon message, mais au bon moment. Donc ça, ce sera extrêmement important d'envoyer le message au bon moment. Donc comprendre ce parcours, ce voyage avec vos clients potentiels, le concept de micro-moment, j'aurai une petite vidéo d'ailleurs pour vous montrer. Et puis, il faut aussi comprendre un petit peu quels sont les groupes cibles. Quelles sont les différentes segmentations? Alors, c'est un peu marketing. Et vraiment, mon rôle aujourd'hui, avec Marine et toute l'équipe de Google et de Proximus, c'est de faire un marketing et une communication qui soit extrêmement simple, qui soit extrêmement applicable. Pas des grands discours, des principes que vous pourrez appliquer et qui pourront vous aider très concrètement maintenant et d'autant plus dans cette période compliquée. Alors, en point numéro 4, nous allons aussi voir les différentes phases de ce parcours client. D'abord, comprendre ce parcours client, mais voir aussi les différentes phases du parcours client. Et vous savez, on va parler stratégie, initiation au marketing en ligne, mais à un moment, il faudrait aussi un peu parler des outils, et un de ces outils importants, un de ces territoires digitaux qui est très important, c'est le site Internet. On va se poser la question, est-ce que vous avez un bon site Internet et qu'est-ce que c'est un bon site Internet? Alors, on terminera aussi sur du contenu avec ce qu'on appelle un petit peu des analyses, des analytics, en mesurant vos progrès en ligne. Je vous donnerai quelques petits tuyaux, quelques petits tips and tricks pour pouvoir, bien évidemment, mesurer vos progrès, parce que vous savez que mesurer, c'est apprendre. C'est important de comprendre un petit peu et de mesurer ce qu'on appelle les analytics, avec votre site Internet, par exemple, avec vos réseaux sociaux, avec votre Google My Business, toutes ces choses-là, comprendre les résultats, voir qui vous a visité, combien de temps on vous a visité, pourquoi, quelles pages ont été vues. Eh bien, c'est important de comprendre toutes ces choses. Beau programme qui nous attend donc.
Alors, vous allez me dire, Mathias, d'accord, mais pourquoi est-ce que je devrais être en ligne? Pourquoi est-ce que je dois avoir un site internet? Pourquoi est-ce que je devrais être sur, avoir un e-commerce ou être en ligne? Alors, il peut y avoir plein de raisons par rapport à vos différents cas de figure, mais si je devais en citer 4, si nous devions en citer 4, en délimiter 4, un périmètre de 4 raisons, ce serait un, pour transmettre un message à des groupes spécifiques. Grâce au digital, grâce au site internet, on peut vraiment faire ce que j'appelle de la chirurgie. Comparé à des médias, par exemple, comme la télévision ou comme la radio ou comme l'affichage, par exemple, le digital vous permet de manière chirurgicale à toucher des groupes cibles extrêmement précis. Ça, c'est un des premiers éléments. Le 2, on peut optimiser ses coûts marketing avec le digital, puisque ça permet effectivement de déjà faire des campagnes publicitaires, par exemple, à des coûts démocratiques, à pouvoir se lancer, à tester à partir quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros de publicité. Donc une belle optimisation en termes de coûts marketing. Le troisième point, c'est que ça permet, s'il fallait en délimiter un troisième, il y en a plein d'autres, hein, bien entendu, hein, c'est communiquer avec les clients. Par exemple, sur les réseaux sociaux, par exemple, via un blog, via les forums, via une messagerie, via WhatsApp. Hein, je connais plein d'entrepreneurs qui, en cette période, ils gardent du lien. Ils gardent du lien avec leurs clients. Vous savez comment est-ce qu'ils font? Ils communiquent via la messagerie du site internet, via du WhatsApp, via du Messenger. Ce lien que nous avons tous ensemble, nous ne devons pas le perdre, surtout dans une période comme celle-ci. Et enfin, le quatrième point, comme je vous disais, c'est grâce aux analytics, on est en mesure de vraiment mesurer l'impact que l'on peut vraiment avoir sur notre site internet. C'est pour ça, effectivement, qu'il est important de plonger, de switcher dans le digital si vous ne l'êtes pas encore. Mais je suis sûr et certain que vous l'êtes déjà. On verra ça d'ailleurs dans quelques instants. Alors ce fameux parcours client, deux mots comme je vous disais, parcours et client. Parcours, c'est un peu, vous savez, en anglais, un parcours client, on appelle ça un customer journey, le voyage du client. Et c'est vraiment ça, hein, vous voyez, j'insiste beaucoup avec mes mains à garder du lien. Mais on va prendre justement le client, ses prospects par la main, pour l'emmener dans votre parcours client, lui offrir une expérience, que vous soyez entrepreneur. Vous êtes derrière nous, je suis très très heureux que vous passiez cette soirée avec nous, avec Proximus et Google, mais vous êtes peut-être plombier, boulanger, consultant, vous avez un salon de coiffure qui est fermé pour l'instant, c'est pas évident, mais on va garder ce lien, on va essayer de travailler pour optimiser tout ça et pour optimiser votre présence en ligne. Alors ce parcours client, justement, il faut savoir que vos clients potentiels, les prospects, ils ne vont plus en ligne, ils sont en ligne. Nous vivons en ligne. Alors, à cause ou grâce au smartphone, mais grâce à ça ou à cause de votre smartphone, justement, on ne va plus en ligne, nous vivons en ligne. Et nous avons plusieurs centaines de fois par jour des contacts, ce qu'on appelle des points de contact, des touch points, des passion points, des points de passion avec vos clients et vos prospects potentiels. Par exemple, le matin, quand vous ouvrez votre smartphone, vous allez voir vos notifications, Facebook, vous allez voir un petit peu la presse, vous allez voir si vous avez un mail. Vers le temps d'11h, midi, vous allez voir une petite vidéo. Vous allez réfléchir déjà à ce que vous allez faire le week-end prochain. Bon, quand on peut partir, ce qui n'est pas toujours le cas. On a besoin un petit peu d'évasion. On aimerait tous partir l'été prochain. On réfléchit déjà un petit peu. Est-ce qu'on pourrait avoir du soleil au printemps avec l'été? Eh bien, tout ça, ce sont des micro-moments, si vous voulez, des points de contact que vos clients vont avoir avec vous. Et le secret d'un bon plan marketing, c'est justement en tant qu'entrepreneur communicateur, vous allez devoir vous synchroniser avec ces points de contact, avec ces micro-moments. Ça, c'est extrêmement important de se caler, donc de ne pas simplement publier des posts ou publier des articles ou mettre du contenu sur votre site internet quand vous, en tant qu'entrepreneur, vous le souhaitez, mais aussi et surtout quand vos clients ont envie et ont le besoin de le faire.
Alors, ces micro-moments, ils vont s'illustrer à travers une petite vidéo que l'on va regarder dans quelques instants. Et alors, regardez bien, on va en discuter un petit peu ensemble. Enfin, je vous expliquerai un petit peu mon point de vue juste après. Mais regardez bien cette petite vidéo qui explique les micro-moments. Vous allez voir, ça vous décrit des moments de besoin, des moments d'envie. Et justement, voyez un petit peu comment ces micro-moments pourraient faire impact, faire reflet par rapport à vos clients. Nous regardons la vidéo tout de suite. Devagarzinho até a região mais para frente. Alors, ces micro-moments, vous l'avez vu, ça peut être plein de choses. Ça peut être penser à ses vacances, ça peut être penser à une nouvelle paire de chaussures, ça peut être votre petite fille, votre petit garçon qui a fait une bêtise, oups, comment réparer cette urgence. Ce que cette vidéo veut montrer, ces micro-moments, en fait, ça montre que vos clients potentiels, mettez-vous aussi, faites preuve d'empathie et pensez à vos clients potentiels. En fait, vos clients potentiels ont vraiment ont des besoins, ont des envies, pas forcément quand vous voulez vendre vos produits ou vos services, mais quand en effet, ils ont envie d'acheter ou de penser à vos projets. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le parcours client. Et votre client passe par différentes phases. Il y a 4 grandes phases. La phase bleue, qui s'appelle la phase de visibilité, la phase verte, qui s'appelle la phase de considération, la phase jaune-orange, qui s'appelle la phase de conversion, et la phase rouge, la phase de loyauté. Ces 4 phases, la première phase, c'est on a besoin de vous voir. On a besoin de savoir que vous existez. Si on ne peut pas savoir que vous existez sur le web, sur le digital, les gens ne pourront pas aller vers vous, ne pourront pas acheter vos produits, ne pourront pas acheter votre pizza, ils ne pourront pas venir prendre un rendez-vous dans votre salon, ils ne pourront pas, etc., etc. Donc, il faut vous faire connaître, la visibilité. Deuxième chose, c'est la phase de considération, la phase verte. Une fois qu'on a pris conscience que vous étiez là, que vous étiez dans le monde digital, eh bien, vos clients, ils ont besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop oppressant. Il faut leur laisser, le temps de réfléchir et d'envisager les options. La troisième phase, le Graal, c'est la phase de conversion. C'est ceux qui savent ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, comment ils le veulent, et ils le veulent maintenant. C'est la phase de conversion, la phase d'achat. Ça, c'est la phase la plus importante. Et beaucoup de personnes me disent, quand je les croise ici et là, on me dit « Ouais, mais moi, je veux directement passer à la 3. C'est un peu compliqué si les gens ne vous connaissent pas et s'ils n'ont pas déjà pris connaissance de vos projets. » Donc, piano ma non troppo, j'ai envie de dire, il faut pouvoir passer par toutes les phases pour pouvoir aller vers la conversion. Et enfin, la quatrième phase, la phase rouge. La phase rouge comme le cœur, la phase care, la phase de la loyauté, c'est important pour ceux qui sont déjà vos clients qu'ils le restent et leur proposer une expérience personnalisée pour que cette expérience soit complètement mémorable. C'est ça, en gros, le parcours client. Et donc, réfléchissez un petit peu chez vous
Et dites-vous, tiens, par exemple, déterminez au moins 3 micro-moments pour vos clients potentiels. À quel moment mes clients, mes prospects pourraient potentiellement avoir besoin de mes produits ou de mes services? C'est vraiment faire preuve d'empathie. Pas simplement dire, hein, je sais, si vous avez des magasins de vêtements, si des entrepreneurs qui ont des magasins de vêtements ou de chaussures, par exemple, on est collé au rythme des collections. Hein. Mais est-ce que vos clients ont forcément besoin de coller au rythme des collections? S'il fait un peu plus chaud pendant l'année, s'il fait un peu plus frais, il faudra peut-être adapter et avoir un besoin qui soit un peu différent. Donc, c'est faire preuve de beaucoup d'empathie lorsque l'on pense à ce parcours client. Donc, réfléchir à ces micro-moments et se dire, est-ce que votre boîte, votre entreprise, vous en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous êtes visible lors de ces micro-moments? Une fois que vous les avez définis, est-ce que vous êtes visible sur ces micro-moments et est-ce que vous avez suffisamment de présence digitale? Donc, c'est définir, est-ce que je suis présent? Et si jamais vous n'êtes pas assez visible, qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin pour être plus visible? On le verra tout à l'heure avec Marine, par exemple, le site internet, ça peut très bien être un bon exemple pour améliorer cette visibilité. Alors, c'est important que vous réfléchissiez donc à ce parcours client et que vous le gardiez un petit peu en tête et que vous puissiez vous-même le définir avec vos propres mots. Donc ça, c'est important hein, de vous dire, ah bah oui, moi, mon parcours client, c'est peut-être pas simplement au moment où mes clients franchissent la porte de mon magasin, c'est peut-être aussi quand ils vont réfléchir 2 semaines avant, par exemple, s'ils vont acheter mes produits ou mes services. Peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez et qui me regardez aujourd'hui, je vous en remercie, vous êtes peut-être dans le domaine des salles de sport qui sont fermées aussi pour le moment. Eh bien, il faut réfléchir à quel moment, par exemple, vos clients potentiels pourraient avoir besoin d'une bonne cure de sport quand ils se sentent plus en forme, après les fêtes, par exemple, quand on a un petit peu trop mangé, qu'on s'est laissé un petit peu aller, par exemple, eh bien, c'est peut-être à ce moment-là que l'on aura besoin de faire du sport. Vous voyez un petit peu comment ce parcours client fonctionne et donc, c'est important d'anticiper cela et de ne pas simplement dire « Ah ben oui, je vends ceci, les clients en ont besoin et vont venir ». Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe malheureusement et c'est pour ça que nous, coachs en marketing, nous sommes là pour vous aider et pour vous conseiller. Donc ce parcours client, c'est vraiment le chemin parcouru par un client depuis le tout premier contact avec une marque, avec un service, avec une entreprise ou un produit, jusqu'à l'acte, l'achat final et même au-delà. Par exemple, peut-être que d'autres d'entre vous qui nous suivez, j'essaie de vraiment me projeter, de faire connexion avec vous qui êtes derrière votre écran. Vous êtes peut-être dans l'automobile, dans la vente de vélos, par exemple. Eh bien, ce n'est pas le tout de vendre cela. À un moment, il faut aussi faire l'entretien, entretenir, et donc même ce qu'on appelle l'après-vente est quelque chose d'extrêmement important. Pardon. Donc, ce parcours client, ce n'est pas simplement vendre et puis basta, c'est vraiment prendre soin de son client de A jusqu'à Z. Alors, le parcours client traditionnel, parce que c'est vrai que ce parcours client, il a un petit peu changé en cours de route dans les différentes années du marketing. Avant le digital, en gros avant 1998, avant qu'arrivent les moteurs de recherche, comme Google, comme Yahoo, comme plein d'autres par exemple, avant ce moteur de recherche, eh bien le parcours client, il était traditionnel. On envoyait un message publicitaire, une publicité à la télé, à la radio, sur un panneau d'affichage par exemple, vous transmettiez un flyer, et puis après les gens voyaient votre marque et ils venaient acheter. Ils venaient commander. On prend l'exemple ici sur la slide de la pizza, par exemple. Vous aviez un flyer pour dire, voilà, elles sont bonnes mes pizzas, venez les acheter, venez les commander. Vous aviez une sorte de stimulus et vous les commandiez ou vous les achetiez. Premier moment de vérité, ce qu'on appelle le premier moment de vérité, la conversion. On bascule ensuite, on avait un deuxième moment de vérité, ce qu'on appelle un second moment of truth, deuxième moment de vérité, eh bien, on goûtait une autre pizza ou on en achetait une autre, on continuait à être un client fidèle et puis où on recommandait ce qu'on appelle le fameux bouche à oreille. Je sais que beaucoup travaillent avec le bouche à oreille et c'est un moyen extrêmement performant de travailler, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas prévoir ce bouche à oreille, c'est qu'il est extrêmement versatile. Eh bien, donc, le parcours client traditionnel, si vous voulez, le parcours client actuel, eh bien, il y a une toute petite phase qui est venue s'intercaler entre la bleue et l'orange, c'est la verte.
c'est que maintenant, les gens, et toujours vos clients potentiels, grâce ou à cause du smartphone, si vous voulez, ils vont aller voir la concurrence. Ils vont aller voir si c'est pas moins cher ailleurs, si ça va pas plus vite ailleurs. Ah bah oui, mais désolé, j'ai pas le produit maintenant, il va arriver simplement dans 2 semaines. Eh bien, votre client, il est libre. Il a ce qu'on appelle la customer centricity. Il est complètement au centre du parcours client et il va aller faire des recherches en ligne. Il va aller voir si ça coûte pas moins cher, si ça va pas plus vite. Et c'est pour ça qu'effectivement, on doit délivrer un peu plus sur le parcours client digital, parce qu'on a maintenant 4 phases. C'est plus souvent du stimulus à la conversion. On a aussi la considération, où les gens vont rechercher en ligne. Visibilité, la phase bleue. Les gens ont besoin de réfléchir, d'envisager les options, de bosser avec vous, la phase verte. La phase de conversion, alléluia, cette phase que vous attendez tous, c'est la 4e phase, la phase de loyauté, la phase care, où les gens vont recommander, vont apprécier d'autres choses, où vous allez, si vous n'avez plus rien à vendre, vous pouvez me dire, mais Mathias, j'ai plus rien à vendre, moi. Eh bien alors, gardez quand même un très bon contact avec ce client, parce qu'il pourrait faire un très bon bouche-oreille, et peut-être que son entourage, sa famille, ses amis, pourraient devenir des clients à leur tour. C'est ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc c'est extrêmement important de prendre soin de ce parcours client. Alors, vous voyez la différence entre ce parcours client traditionnel et ce parcours client actuel. Il y a cette phase de considération, de recherche en ligne, de digital, où clairement on donne du pouvoir aux clients. Effectivement, ils décident. Ils vont par exemple commander des vêtements, des chaussures, ils vont les essayer, ils vont les rendre, ils vont en acheter ailleurs. On doit partir, on va arriver en 2021, là, 2021 est à nos portes. Eh bien, il faut assumer que les clients, effectivement, veulent être autonomes, veulent être décidés quand ils achètent, ce qu'ils achètent et comment ils les achètent. Donc, ce parcours client, c'est vraiment de la sensibilisation à la fidélisation. C'est ce qu'on appelle le nouveau parcours client, le parcours client 4.0. Alors, vous voyez un petit peu qu'il est en forme d'entonnoir, ce parcours client sur la slide. Très stylisé, mais un entonnoir quand même. Pourquoi est-ce qu'un entonnoir? Eh bien, parce que ça pourrait être un tube, par exemple. Eh bien, ça ne l'est pas. C'est pas un tube parce qu'on a ces fameuses 4 phases. La première bleue, la visibilité, la verte, la considération, l'orange, la conversion et la rouge, la fidélisation. Eh bien, c'est un entonnoir, ce qu'on appelle un tunnel de conversion ou en anglais un funnel, parce que nous allons perdre en cours de route des clients. Sur 1000 personnes qui vous ont vu, peut-être que 200 vont réfléchir à travailler avec vous, peut-être que 500 vont vraiment être des clients, et peut-être que 10 sur ces 50 clients, peut-être que 10 vont être des clients fidèles. Mais pas de panique, c'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion, c'est la règle en marketing. Vous allez perdre peut-être des clients, mais vous allez surtout gagner des clients qualifiés. C'est que certes, vous avez moins de personnes de phase en phase, et le but du jeu, c'est de les garder au maximum de la phase de visibilité à la conversion, mais ce qui est aussi surtout très important, c'est de faire en sorte que ceux qui vont rester avec vous jusque tout au bout du tunnel soient extrêmement qualifiés. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc réfléchissez un petit peu à ça, à votre parcours client. Et d'ailleurs, j'ai une petite question de réflexion avec vous, un petit moment d'interactivité. Vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Et ma question, elle est toute simple. Chers entrepreneurs, pourquoi pensez-vous que les gens visitent votre site internet? Déjà, c'est un petit travail d'introspection, d'empathie, pour bien comprendre pourquoi est-ce que les gens visitent votre site web. Alors, j'ai 3 réponses pour vous, très simples. 1, est-ce que vous pensez qu'ils viennent sur votre site internet pour faire une prise de contact, une prise d'info? Ils cherchent de l'information, ils cherchent de la considération, si vous voulez. Est-ce que vous pensez qu'ils viennent directement pour une réservation, dans le cas où ils souhaitent réserver un produit, un service ou un produit, ou est-ce que vous pensez qu'ils viennent directement faire un achat, donc une conversion, le Saint Graal? Alors, on va vous laisser quelques petites secondes pour répondre, ma chère Marine. Je vais te donner la parole dans quelques instants. On va attendre effectivement quelques instants pour avoir ces réponses. Alors, on est déjà dans une bonne petite partie de ce workshop. Vous êtes avec nous, j'espère que ça vous plaît bien. Ma petite Marine, est-ce que nous avons déjà des questions au standard, comme on dit? Est-ce que les gens ont envoyé des questions? En effet, on a déjà quelques petites questions. On a une question de Bruno qui te demande un peu plus de détails et d'expliquer ce qu'est réellement le public cible. Tu l'as expliqué entre deux, mais peut-être remettre quelques mots comme ça.
pour l'aiguiller un peu plus. Oui. La question de Bruno. Alors, merci Bruno pour cette question, qui est très très bien. On y reviendra un petit peu plus tard, mais je vais déjà donner quelques éléments. Le public cible, c'est vraiment, comment dire, le public qui va être attiré par vos produits ou par vos services. Je ne sais pas si on sait un petit peu dans quelle entreprise travaille Bruno. On n'a pas l'information, Marine? On ne l'a pas? Mais prenons par exemple... Prenons par exemple que Bruno souhaite toucher des clients et tous les clients. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'effectivement, on veut tous toucher des clients, on aimerait toucher le plus grand nombre. Mais c'est parfois mieux de toucher moins de clients, mais beaucoup plus qualifiés. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est un exemple qui va nous parler à tous. Par exemple, Bruno travaille dans les chaussures, dans les baskets. Eh bien, il va devoir toucher, par exemple, un public qui est plutôt de sportifs. Ou alors, ça peut être une première cible. Ou alors une deuxième cible, ça pourrait être ceux qui ne font pas de sport, par exemple, mais ceux qui pourraient être intéressés, qui veulent être bien au travail, être relax et pas avoir des chaussures qui sont inconfortables. Il faudra vraiment toucher ce public cible et on y reviendra justement dans quelques instants sur ce public cible. En tout cas, merci Bruno pour cette question terriblement importante dans le parcours client. Merci Mathias pour ta réponse. On a aussi de notre côté eu la réponse à ta petite question. Donc 88% des personnes ici ont plus l'impression que les gens viennent sur leur site pour de la prise d'information, 5% pour les achats en ligne et 5% pour des réservations. Et on a aussi eu la réponse de Bruno qui nous dit qu'il travaille dans la boulangerie. Ah, dans la boulangerie, voilà. Bon, alors, désolé Bruno, j'ai pris l'exemple, mais sans le savoir. Je vais prendre l'exemple de la boulangerie, par exemple. Par exemple, dans une boulangerie, on pourrait très bien vendre du sucré, mais à un moment, est-ce qu'on ne réfléchirait pas à pivoter sur du salé? Des quiches, des tourtes, par exemple. Eh bien, si on sait que c'est... Ah, on vend beaucoup plus de tourtes, tiens, on vend beaucoup plus de quiches, et à un moment bien particulier de la journée, on va accentuer, ça c'est un public cible. C'est un public cible, par exemple, typiquement un public qui va venir chercher pour manger un truc sur le pouce, sur le midi, un sandwich, ou bien une tourte, ou bien une quiche. C'est ça un public cible, c'est vraiment identifier qu'il y a le public cible de l'après-midi qui va venir chercher peut-être une petite viennoiserie, une petite sucrine, comme on dit, pour boire avec une petite tasse de café, puis le public du midi, puis ceux qui vont venir chercher en fin de journée le pain pour le petit déjeuner du demain matin. Eh bien, ça, c'est différents publics cibles, en fait. Et donc, ça, c'est important de bien les isoler et de bien les comprendre. Voilà, donc, en tout cas, j'espère que j'ai bien répondu à la question, que je vous ai inspiré par rapport à ça. Et en tout cas, beaucoup de courage et que tout se passe bien pour Bruno. Est-ce que nous avons d'autres questions, Marine? Oui, en effet. On avait aussi une question de Mathieu qui demandait quel média social dois-je utiliser et dans quelle phase des 4? Donc les 4 phases que tu as expliquées, qu'est-ce que tu conseilles comme média social et quand l'utiliser? Alors, une autre bonne question. Donc déjà, ça veut dire qu'on a bien compris ce principe de parcours client. Alors, les médias sociaux, on les utilise dans les 4. Pour le coup, les médias sociaux, ce qu'on appelle le territoire communautaire, les médias sociaux, on les utilise vraiment sur les 4 phases du parcours client. On pourrait par exemple utiliser une petite stratégie comme ça en live, du très très applicable. On pourrait par exemple utiliser l'Instagram en visibilité pour montrer ses produits, ses projets. Je reprends l'exemple de Bruno par exemple. On pourrait faire un très très beau feed sur Instagram pour donner envie de manger des éclairs, des Paris-Brest, des Javanais, toutes ces choses-là. Et puis, on pourrait expliquer un petit peu ces recettes sur Facebook, par exemple. Et puis après, on pourrait faire de la conversion sur un site en ligne. Et on pourrait après faire de la vidéo sur YouTube, parce que oui, YouTube est un réseau social. C'est une plateforme de partage de vidéos, mais c'est aussi un réseau social. On pourrait très bien faire, par exemple, des vidéos tuto ou des vidéos pour expliquer comment étaient si bons les produits sur YouTube, par exemple. Donc, pour répondre, il y a différents... c'est au cas par cas, mais en gros, il y a des réseaux sociaux pour chaque phase, et ce n'est pas forcément les mêmes réseaux sociaux, et pour chaque cible. Voilà, ma chère Marine. Merci beaucoup, Mathias. Nous sommes repartis. Alors, on va justement rebondir un petit peu sur les fameux groupes cibles.
Nous y voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail. On m'avait un petit peu, devancé, hein, et n'oubliez pas, posez vos questions, hein. Nous sommes là pour y répondre. On fera encore quelques petits coups de sonde, quelques petits coups de température durant ce workshop. Alors, qu'est-ce qu'ils font vos clients lorsqu'ils sont en ligne? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. C'est pas simplement mettre en place un site internet et dire voilà, ça roule, c'est parti, j'ai créé quelques pages et puis vogue la galère. Non, non, il faut bien surveiller, effectivement, de voir que les différents contenus que vous allez poster sur votre communication en ligne, sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet, ça touche bien les bons groupes cibles, les bons segments de clientèle et les bons personas. Alors, vous me dites, qu'est-ce que c'est un persona, Mathias? C'est un truc de marketeur, ça? Marketeur, c'est quelqu'un qui fait du marketing, hein, comme ça vous voyez un petit peu, si j'emploie un peu du jargon. On verra un petit peu tout de suite ce que c'est un persona en détail. Mais avant ça, il faut comprendre vos clients. C'est une règle d'or. On a eu le cas d'un boulanger, je suis sûr que vous avez d'autres business, vous qui êtes derrière votre écran. C'est vraiment important de bien comprendre ces clients, d'être à leur écoute. L'empathie client, c'est ce que je dis toujours, c'est extrêmement important. Qui sont les visiteurs de votre site internet? Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à vous? Ça, c'est important aussi. Tiens, vous avez visité mon site internet. Comment est-ce que vous avez pris connaissance? Par exemple, si quelqu'un vous commande un produit, un service, quelque chose, une consultance, si on a des consultants qui sont avec nous derrière leur écran, c'est comprendre comment ils sont arrivés jusqu'à vous et demandez-leur lorsqu'ils commandent, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font sur votre site internet? Derrière cette question, c'est quelle page visitent-ils? Quelles pages sont les préférées, pour voir un petit peu quel contenu est le contenu préféré pour vos cibles. Quels sont les visiteurs les plus intéressants? Ben oui, parce que j'ai parfois des gens qui me disent « Moi, j'ai des milliers de visites sur mon site internet. » Ça, c'est de la visibilité. Visiteur, visite égale visibilité. Mais par contre, est-ce que ces visiteurs sont intéressants? Est-ce qu'ils achètent? Pour donner un petit peu une analogie, une symbolique, c'est un peu comme si beaucoup de clients venaient visiter la vitrine de votre magasin ou rentrer dans votre magasin, mais ne demandaient aucune information ou n'achetaient rien. Et donc, attention, c'est un peu trompeur comme analyse, parce que ça voudrait dire que beaucoup de gens viennent voir, mais il y a un truc qui bloque pour demander plus d'informations ou pour acheter. On l'a vu dans la réponse de la question, quand même, beaucoup de personnes qui nous suivent disent, eh bien, quand même, beaucoup viennent chercher de l'information. Et ça prouve bien que le site Internet est un territoire digital qui sert à transmettre, à donner de l'information, ce qu'on appelle une conversion de considération. Mais c'est important parce qu'avant de commander, il faut demander combien ça coûte, après combien de temps c'est livré, etc. Donc toutes ces questions sont extrêmement importantes et de savoir aussi, par exemple, combien de temps vos clients potentiels ont besoin avant de passer à l'action. Alors, il y a toujours parfois quelques outils qui existent pour trouver ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les analytics. On a ici sur la présentation une slide d'un Google Analytics, hein, pour comprendre quel est votre groupe cible. Alors, qu'est-ce que Google Analytics? Eh bien, c'est un outil de Google, mais il y en a d'autres qui existent aussi. On a Google Analytics qui est très reconnu, qui est très majoritaire sur le marché, qui est gratuit. Et votre Analytics, le Google Analytics, permet d'apprendre plein de choses sur vos visiteurs. Et notamment, il permet de connaître ce qu'on appelle la démographie. C'est qui sont les personnes qui visitent votre site internet. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Quel âge ont-ils? Eh bien, quand on connaît ces informations, on pourra donc transmettre un meilleur message. Je vais donner une petite anecdote comme ça très rapidement, ma chère Marine. C'était qu'à un moment, j'ai travaillé avec une personne qui était dans la lingerie. Il y avait beaucoup de visites. Sur le site internet, mais c'était beaucoup de visites de monsieur. Et donc, elle analysait, cette entrepreneuse, ces visites. Elle dit, mais tiens, c'est bizarre, c'est pas des dames. Eh ben non, c'était des messieurs qui venaient regarder un petit peu les photos, etc., ou qui venaient acheter pour leur compagne ou pour leur épouse. Et donc, soit on va changer un petit peu le contenu par rapport à la cible, mais ça permet en tout cas de bien comprendre que c'est les bonnes personnes qui viennent sur votre site internet. Donc, le Google Analytics vous permet de voir toutes ces choses-là. Entre autres, plein de paramètres, c'est très complexe Google Analytics, on peut comprendre plein de paramètres. Il y a notamment de comprendre par quels canaux, ils arrivent sur votre site internet. Donc, est-ce qu'ils arrivent par les moteurs de recherche? Est-ce qu'ils arrivent par les réseaux sociaux? Par le trafic direct?
c'est-à-dire qu'ils tapent directement l'adresse de votre site internet dans la barre de votre navigateur? Est-ce qu'ils arrivent par la publicité payante, etc., etc. Et donc ça, c'est bien comprendre, par exemple, comme quelqu'un nous disait avant, une question sur les médias sociaux, eh bien peut-être que vous faites beaucoup de travail sur les médias sociaux, mais en fait peut-être que vos clients viennent plutôt par les moteurs de recherche. Et donc mettre Analytics dès le début de votre site internet, ça permet effectivement de comprendre toutes les informations. Donc je vous recommande chaudement de mettre en place votre Google Analytics dès que vous lancez votre site internet. On y reviendra sur le site internet notamment. Alors la segmentation, on a déjà un petit peu parcouru. C'est quoi une segmentation? C'est comprendre les différentes parties de votre public cible à travers leurs besoins, leurs comportements, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ceux qui préfèrent le sucré, pardon, le salé, ceux qui vont venir plutôt à midi, ceux qui vont venir plutôt le soir. Eh bien ça, c'est des segmentations de besoins et de comportements. Et donc ça, on va créer des groupes cibles. Aussi les gens, par exemple, qui viennent de telle partie de la Wallonie, de telle partie de Bruxelles, de telle partie de la Belgique, oh là là, ma langue fourche aujourd'hui, hein, de la Belgique, différents profils démographiques. Et donc tout ça, c'est des segmentations que l'on va bien séparer. Et pourquoi segmenter? Parce qu'on va devoir envoyer un message différent. Par exemple, si vos clients viennent de telle partie de la ville, de telle partie du village, de telle partie de la Wallonie, eh bien, ce n'est pas la même chose qui se passe à Liège, comme ce qui se passe à Namur, ou ce qui se passe à Charleroi, ou ce qui se passe à Bruxelles, ou ce qui se passe dans Limbourg, par exemple. Hein, c'est complètement différent. Eh bien, ça, ce sont donc des segmentations différentes. Et donc, j'invite ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent en ce moment, à un petit peu sentir quel pourrait être leur groupe cible et comment est-ce qu'ils pourraient approcher ces différents segments. Je reprends mon fameux exemple tout à l'heure de notre boulanger. Comment est-ce qu'on pourrait approcher en termes de communication, faire une communication pour ceux qui préfèrent les sandwichs ou les tourtes ou les quiches ou ceux qui préfèrent les gâteaux, par exemple. Ou bien une autre cible, par exemple, c'est pour les personnes qui aiment les gâteaux mais sans sucre. Ou alors pour la communauté végane, pour la segmentation végane, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait approcher ça en termes de boulangerie et de pâtisserie? Tout ça sont des questionnements qui sont extrêmement importants et votre site internet peut vraiment vous aider à faire ça. Alors une fois qu'on a tout doucement trouvé et défini ces différents groupes cibles, on va devoir donner vie au segment de clientèle. Et c'est ce qu'on appelle justement les personas. Qu'est-ce qu'un persona? Eh bien, ça va être un nom fictif, une personne fictive, mais qu'on n'a pas inventée, qui est inspirée de votre vrai public cible. Donc, on va dresser le portrait de personnes réelles, avec une vraie histoire de vente, des vrais besoins, des vraies envies, des vrais objectifs, des vraies valeurs. Et on va utiliser ces personas pour comprendre ce qu'elles pourraient atteindre en termes de site internet. On va leur donner un nom, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles font comme job, quel est leur mode de vie, leur démographie, leur habitude en ligne, pour, de manière magique, par exemple, comme avec l'exemple de Thomas, ici, par exemple, on va comprendre, on pourra dresser ce portrait. Alors Thomas, par exemple, il est consultant IT, donc on estime qu'il est un peu consultant, il est un peu geek, il aime le gaming et les sorties, il a 26 ans, il est célibataire, donc on estime qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, il est 10 heures par jour en ligne, il est terriblement connecté, donc ça veut dire qu'on pourra toucher Thomas en ligne, peut-être parce qu'il fait du gaming, donc on pourra peut-être le toucher sur une plateforme comme Twitch, par exemple, qui est la plateforme des gamers par excellence. Et on va aussi voir quel est le pouvoir d'achat de Thomas. Eh bien, ça va nous permettre de pouvoir exprimer le bon contact et de pouvoir donc lui donner je dirais le bon message. Alors, à quoi ressemble votre persona du segment de clientèle que vous avez choisi? Ça, c'est une question importante que nos amis peuvent se poser. Petit coup de sonde, ma chère Marine, justement, puisqu'il y a une question à l'écran. Est-ce qu'on a une petite question ou pas encore? Oui, on en a quelques-unes d'ailleurs. Allez, on y va. On va commencer par une question de Michael qui demande un petit peu, même s'il comprend le fait qu'on mette l'accent ce soir sur le digital, il demande en fait quelle est la plus-value d'un site internet par rapport à du courrier adressé ou des choses comme ça. Alors, la plus-value, elle est bien.
Ça permet d'avoir un lien beaucoup plus rapide, on le voit comme maintenant, dans une période un peu complexe, hein, ça permet de garder un lien digital. Alors peut-être que derrière la question de Michael, c'est bah oui, mais un site internet c'est compliqué, il faut le faire, ça coûte peut-être cher. On verra qu'il y a différentes solutions qui peuvent être très très pratiques. On y reviendra dans quelques slides, ma chère Marine. Donc déjà, il faut dépasser un petit peu ça. Et ce que je pourrais dire à Michael, c'est que c'est super important parce que déjà, ça autonomise les choses. On peut rester derrière le bureau et faire plein de choses. Et on le voit clairement dans une période comme maintenant alors le courrier c'est bon, mais lorsqu'on n'est pas tout le temps au bureau ou si on n'est pas tout le temps au magasin, c'est un peu plus difficile de récupérer toujours ce courrier, ces choses-là. Ça va beaucoup plus vite et ça permet aussi, les gens sont de plus en plus connectés, les personnes de plus en plus âgées aussi, bon les jeunes ça c'est logique, mais les personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont un peu moins habituées, on a des chiffres qui montrent qu'elles sont de plus en plus connectées. Donc effectivement, je dirais à Michael, s'il n'est pas encore convaincu, que ça permet de vraiment garder un lien beaucoup plus précis. Et que ce soit avec le site internet, mais, ou via WhatsApp, ou via Messenger, via Facebook, ce qui est vraiment important, c'est de garder un lien digital. Et d'autant plus dans ces périodes. Très important. Merci Mathias. On a aussi une question de Jean-Claude qui demande comment attirer des clients à aller sur son site parmi les millions de sites qui existent. Vaste question, c'est ce qu'on appelle le référencement. Alors le référencement, c'est pas une baguette magique, ça se travaille un petit peu, mais il y a des petits cours, hein. Je crois qu'on a d'ailleurs sur la plateforme, ici avec notre plateforme de webinaire avec Proximus, on a d'ailleurs un webinaire qui est en format enregistré sur le référencement, le SEO, donc j'invite cette personne à consulter ça. Eh bien, il y a des petits trucs et astuces pour justement sortir du lot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites, mais on peut trouver le moyen de sortir du lot. Comment est-ce qu'on sort du lot? C'est la vaste question. Vous allez me dire, c'est par le contenu. C'est par le contenu, c'est vraiment vous adresser aux bonnes cibles, leur donner la bonne information. C'est beaucoup de personnes créent un site internet, j'en vois. Hein. Oui, mais enfin, tu me dis qu'il faut référencer, mais on ne voit pas mon site internet, j'arrive au fin fond de Google, par exemple. C'est une question qui revient souvent. Eh bien, quand on crée du contenu qui parle vraiment aux personnes, vraiment à vos clients, ça prend un petit peu de temps, hein. C'est pas comme ça le référencement, hein. Mais croyez-moi, et ça marche, et je le vois, les contenus ressortent parce qu'ils sont différents. C'est des éléments différenciateurs. Et on les verra dans la partie quelques bons trucs pour optimiser votre site internet, d'ailleurs. Merci Mathias. On a encore une question peut-être, à moins que tu veuilles enchaîner. Je ne sais Allez, une petite troisième, allons-y. J'ai une question de Mathieu qui demande si tu as une idée de via quel chemin les gens viennent plus sur les sites web. Est-ce que c'est plus via les réseaux sociaux qui vont arriver sur les sites web ou directement via le moteur de recherche? Alors, bonne question, c'est Mathieu, je crois, Marine, c'est ça, hein? Bonne question de la part de Mathieu. Encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est grâce aux analytics. Et parfois, on a des bonnes et des mauvaises surprises. Alors par contre, la question que se pose Mathieu, elle est très très bonne. Il faut comprendre comment les gens arrivent sur son site internet. Ils peuvent très bien arriver par ses posts Facebook, s'il en a, par ses posts Instagram, par son Twitter, par son Pinterest, par sa publicité en ligne, enfin bref, par plein de choses qui existent, par son emailing aussi. Mais je ne sais pas le savoir maintenant. C'est l'analytics, par exemple, qui va nous permettre de dire ça. Un Google Analytics, typiquement, va nous permettre de voir, hein, une espèce de le petit camembert qu'on a vu précédemment dans la slide, nous permet de voir par quel trafic les gens arrivent. Et donc, on va un peu découvrir ça et on pourra accentuer l'outil qui fonctionne le mieux et laisser de côté un peu les outils qui fonctionnent un peu moins bien. Super, merci beaucoup. C'est gentil, Mathias. Merci Mathieu, merci Marine. Je continue tout de suite. On fera encore un petit coup de sonde tout à l'heure, hein, de toute manière. Alors, un des outils qui est important aussi pour connaître les tendances. Quand vous souhaitez créer du contenu pour votre site internet ou bien vos réseaux sociaux ou votre blog, un outil complètement gratuit qui s'appelle Google Trends. En français, les tendances de Google. Google Tendances. En gros, vous allez sur votre moteur de recherche, sur Google par exemple, vous tapez Google Trends et vous allez arriver sur cette interface complètement gratuite et vous allez donc taper des idées de mots-clés. Vous avez une idée de mots-clés par exemple. Je vais prendre un autre exemple pour essayer que mes exemples parlent à tout le monde. Allez, une dame se lance dans une onglerie par exemple.
Et vous avez une nouvelle technique qui vient des États-Unis, qui vient du Royaume-Uni, que vous avez vu dans un autre pays, aux Pays-Bas par exemple. Et vous vous dites, tiens, est-ce que ce serait chouette de communiquer sur cette nouvelle technique d'onglerie? Eh bien, vous allez taper par exemple cette expression, hein, ce nom de cette nouvelle technique, et vous allez voir sur Google Trends si c'est cherché. En fait, on va se servir des données de Google pour voir si c'est cherché et si les gens recherchent. Et Google va aussi vous donner d'autres, ce qu'on appelle les recherches connexes. Et on peut faire le tri, par exemple, selon les différents pays, les différentes langues, le dernier mois, la dernière année. On pourra vraiment chercher, c'est confronter en fait ces idées à la réalité du terrain. Donc Google Trends, je vous recommande chaudement, vivement d'y aller parce que, en gros, c'est faire coller une idée face à une réalité. Alors, en termes de groupe cible, on s'est aidé d'un outil comme Google Trends, on s'est aidé d'Analytics pour bien comprendre quel est votre groupe cible pour chaque phase. Souvenez-vous, les 4 phases. Je dois être vu, on doit envisager de travailler avec moi, on va commander mes produits, mes services, et on va être un client fidèle. Eh bien, les différents groupes cibles vont être différents pour chaque phase. Par exemple, quand on veut vraiment créer de la visibilité, vous venez d'ouvrir votre magasin, un magasin de lingerie féminine, par exemple, dans la région de Charleroi, eh bien, vous allez devoir toucher toutes les clientes potentielles sur base des caractéristiques du groupe cible, donc toutes les demoiselles et toutes les dames, par exemple, parce qu'à ce moment-là, il faut vous faire connaître. Et une fois que vous allez vouloir toucher en termes de considération, vous allez devoir toucher les personnes qui ont un besoin proche ou récents, qui ont une intention commerciale modérée. Et pour vraiment faire de la conversion, c'est les personnes qui ont vraiment besoin du produit maintenant. Donc vous voyez qu'en termes de parcours client, le degré de maturité, hein, par exemple, je souhaite acheter une voiture dans 2 ans, par exemple, eh bien, ce n'est pas la même chose que je dois acheter une voiture maintenant parce que je n'en ai plus. L'intention n'est pas la même. Et donc ça, en termes de parcours client, ça va définir dans quelle phase du parcours client vous vous trouvez. Alors, quel est l'objectif pour chaque parcours client, le fameux parcours client, les 4 phases, notre entonnoir de conversion? Le but de la phase de visibilité ou de sensibilisation, j'utilise les 2 mots, hein, vous remarquez un peu, c'est d'être connu, c'est de faire en sorte que l'on vous connaisse. La phase de considération ou la phase think en anglais, la phase pensée en français, c'est de faire en sorte que je vous ai vu, mais que je déclenche quelque chose chez ces clients potentiels, c'est que oui, venez travailler avec moi parce que mes produits, mes services peuvent vraiment vous aider. La phase de conversion, c'est de faire en sorte que ces clients achètent, commandent maintenant. Et la phase de fidélisation, c'est faire en sorte que vous avez déjà acheté, et s'il vous plaît, soyez un client fidèle. J'ai d'autres promotions personnalisées pour vous, pour vos amis, pour vos familles. C'est les exemples d'emailing ou de campagne de parrainage, par exemple. Eh bien ça, c'est tout à fait des objectifs qui sont des objectifs liés au parcours client. Alors toujours à travers ce parcours client, par exemple, trouver des clients, comment trouver des clients en ligne, il y a différents canaux pour chaque phase. Justement, tout à l'heure, on avait une question d'un internaute qui nous suivait en direct ce soir, qui était comment nous trouver, comment les réseaux sociaux. Vous voyez, par exemple, en visibilité, on va utiliser les réseaux sociaux ou les vidéos, ou ce qu'on appelle le bannering. C'est quoi le bannering? Les bannières, c'est des petits écrans qui s'affichent, des bannières graphiques qui vont s'afficher sur les sites publicitaires, par exemple, pour différents produits, pour différents services. Les différents outils en phase de considération, ça pourrait être le moteur de recherche. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Mathias, est-ce que tu parles du moteur de recherche spécifiquement dans cette phase-là? Eh bien, puisqu'on est en phase de considération, comme les gens pensent à acheter quelque chose, ils vont naturellement se diriger vers le moteur de recherche. C'est pour ça que le moteur de recherche est vraiment un outil adéquat et optimisé, si vous voulez, pour la phase de considération. La phase de conversion, bien entendu, ils vont le faire où? Sur votre site internet ou en magasin, bien entendu, où ils vont vous appeler, où ils vont venir. Mais en tout cas, il faut faire un réceptacle où les gens peuvent convertir. Et la fidélisation, eh bien, on va les toucher via l'emailing, via votre site internet, via une campagne de parrainage, etc., etc. Alors, en termes de comment trouver des clients avec quel contenu, il y a une grande règle, il y a une règle d'or en quelque sorte. Et cette règle d'or, en fait, elle est au plus vous êtes haut dans l'entonnoir de conversion, au plus vous voulez toucher un large panel de personnes, au plus vos contenus vont être inspirants, divertissants, inspirants. Et au plus vous allez toucher des gens qui vous connaissent déjà, mais vous voulez les séduire plus avec une conversion
assez éminente, vous allez leur transmettre un contenu informatif, utile, convaincant. Vous voyez, il y a un petit basculement en termes de contenu, en fait. Et pour les personnes qui sont déjà clients, qu'est-ce que vous allez leur donner comme contenu? Du contenu qu'on appelle mémorable, avec une expérience vraiment mémorable, extrêmement personnalisée. Donc, en haut du l'entonnoir de conversion en visibilité, on va dégainer du contenu informatif, des belles photos, des beaux visuels, et on va rentrer de plus en plus dans l'entonnoir avec du contenu convaincant, informant et mémorable. Toute une aventure, n'est-ce pas, Marine, hein, tout ce parcours client. Alors, j'ai justement une autre question pour les personnes qui nous suivent et les entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui dans ce live avec Proximus et Google. Question très simple, Marine et chers participants et chères participantes. Avez-vous un site internet? Alors, deux réponses par rapport à cette question. Oui, j'ai un site internet. Et non, j'ai un site internet. Alors, je ne veux pas vous influencer, mais je suis sûr que les gens ont un site internet. Mais je ne dis rien. On verra les résultats juste après. Et puis sinon, je suis sûr et certain que les participantes et les participants ont encore plein de questions pour nous. Exactement, Mathias. J'ai une question pour toi de José Louis qui demande si il y a une approche différente entre les produits de consommation et les prestations de services qu'il faut prévoir. Bonne question, José Louis. C'est en gros la grosse question du B2C, donc business to consumer, et B2B, business to business. Alors oui, il y a une petite différence dans le goût qu'on va donner à la communication, mais les chemins sont la même chose. Alors pourquoi est-ce que les grands principes sont les mêmes? Parce que nous ne sommes pas monolithiques. Les clients qui vont acheter dans le B2B, donc dans le business, et des clients qui vont acheter les clients dans le retail, par exemple, qui sont B2C dans les magasins, on est la même personne. L'homme d'affaires, le garagiste, le concessionnaire, tous ces clients, les grossistes, quand on est dans l'industrie, quand on est dans le bâtiment, par exemple, toutes ces choses-là, c'est aussi un père de famille, c'est aussi un homme, une femme qui va aller sur Facebook, qui va aller sur LinkedIn, qui va aller sur les sites internet. Donc, on n'est pas monolithique. Donc, il n'y a pas des gens B2B et des gens B2C. Par contre, il y a des méthodes B2B et des méthodes B2C. On ne va pas les toucher au même moment. Par exemple, si on veut toucher, prenons une dame, une persona. Je reviens toujours sur ma fameuse persona. Prenons par exemple Dominique, qui est secrétaire dans une grande entreprise. Dominique est en charge, par exemple, des sandwichs et des sushis, la commande des sushis et des sandwichs pour toute l'entreprise. C'est donc une cliente B2B qui va faire appel à une sandwicherie ou bien un magasin de sushis. Mais peut-être que Dominique, quand elle rentre le soir, elle est plus secrétaire, mais elle est maman, elle est madame, et elle va aller voir d'autres magasins aussi. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on n'est pas monolithique. Simplement, on va les toucher à des moments différents et avec des messages différents selon les moments. Mais la crainte, ce serait de dire, le B2B, c'est un petit peu professionnel, c'est sur LinkedIn. Le côté fun B2C, c'est un peu sur Facebook. Les chiffres montrent que c'est beaucoup moins monolithique que ça. Il y a une certaine volatilité entre les différents canaux. Donc, il faut être très prudent. Mais globalement, la recette est commune, mais avec des ingrédients différents. Merci Mathias. On a eu la réponse à ta question et tu avais raison. La plus grande majorité, c'est-à-dire 85% des gens qui sont avec nous ont déjà un site internet. Combien? Je n'ai pas entendu le pourcentage, Marine. 85%. Mais c'est génial! C'est génial. Alors, on a des convaincus avec nous, hein, mais c'est très bien parce que même si on a un site internet, peut-être qu'on recherche un petit peu des petits conseils, des petites choses ainsi. Mais en tout cas, j'espère que je ne vais pas influencer non plus, hein, qu'on a vraiment joué le jeu. Mais en tout cas, je trouve ça très, très bien. Vraiment et de tout cœur. Parce que je sais, même si c'est difficile, parfois ça peut paraître un peu complexe un site internet, mais on le voit dans une période comme maintenant, où on a besoin de garder un lien digital, le site internet, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors par où commencer justement pour avoir ce site internet? Et on va y revenir dans quelques solutions dans un instant. Mais ce que je voudrais dire avant cela, c'est que tout commence par un bon site internet. Et tu vois bien, Marine, et vous voyez, chères participantes et chers participants, j'ai pas mis beau site internet, c'est un bon. Parce que ça ne doit pas être simplement un beau site internet, un site joli. Généralement, on me dit, ah, j'ai fait un site internet, tu veux le voir, il est super joli et tout. Les chiffres montrent que les gens vont surtout se connecter à un site internet, chez une entreprise, chez un business,
pour trouver de l'information, pour l'efficacité. Et c'est en cela un bon site Internet. Et on y reviendra justement dans quelques instants. Mais je pense que sur ce point de vue-là, ma chère Marine, tu as quelques bonnes choses à nous annoncer avec Proximus Biz Online. En effet, merci Mathias. Voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais en tout cas, Proximus, a lancé le produit Biz Online. Biz Online, c'est quoi? C'est, un expert qui vous est dédié, qui travaille avec vous pour créer un site web qui sera bon et vous ressemblera surtout et essayera évidemment de cibler, le public qui et surtout les clients, qu'il faut. Comment faire? C'est-à-dire que cet expert dédié va travailler avec vous, main dans la main. Vous allez ensemble, choisir et monter ce site. Évidemment, il fait tout, donc vous pouvez rester concentré sur votre business et juste regarder les propositions qu'il vous a fait, les valider ou les invalider, lui demander de retravailler, de modifier ou de changer quelque chose. Évidemment, une fois que toutes ces étapes sont passées, le site sera directement opérationnel, c'est-à-dire que vous pourrez le retrouver en ligne, peu de temps après la validation du site. On est sur un site qui est 100 sécurisé parce qu'il est hébergé en Belgique, il est hébergé, dans nos serveurs évidemment. Intuitif, facile et rapide. Pourquoi on utilise ces termes-là? Parce que c'est très important pour un site, web. Évidemment, on a envie de mettre beaucoup d'informations quand on fait son site internet, mais c'est pas toujours la chose la plus intéressante à faire parce qu'on s'y perd. Trop d'informations, trop de petits liens, trop de petits clics sont pas forcément une grande aide et la personne, cet expert digital dédié vous aidera justement à trier et à ne garder que la partie importante et la partie qui pourra, intéresser vos clients et c'est là que c'est très important parce que plus on en met et plus il y a de fils déroulants et de choses comme ça et plus vous risquez évidemment de perdre des clients et de ne pas vous retrouver en haut de la file parce que les passages vont se faire très rapidement et puis on va aller chercher les informations ailleurs. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On revient aussi là sur le fait qu'il est, intuitif, il va être utilisable sur tous vos supports. Comme tu le disais tout à l'heure Mathias, on utilise différents supports, on utilise des smartphones beaucoup, on utilise des tablettes, on utilise nos ordinateurs, on utilise vraiment des supports différents et il faut que votre site web, c'est une importance capitale, qu'il puisse être lu et vu sur chacun des supports. C'est extrêmement important parce qu'on va avoir envie de chercher une adresse depuis son smartphone quand on est en route. Si votre site s'étend trop et qu'on n'a pas vos contacts sur le côté parce qu'il n'a pas été adapté pour l'écran, eh ben, évidemment, ça n'ira pas et on ira sur le site suivant, le site qui sera plus adapté. Donc, voilà tout l'intérêt d'avoir quelque chose d'adapté sur tout support. Il faut aussi savoir que cet expert va vous aider à choisir les bons mots-clés. Il y avait tout à l'heure une question qui demandait comment sortir un petit peu du lot et comment être retrouvé rapidement. Ben, c'est simple, en trouvant non seulement, comme tu l'as dit, évidemment, avoir ce système de mise en valeur de son site, mais aussi en trouvant les bons mots-clés. Et cet expert va vous aider à trouver les bons mots-clés pour retrouver votre site. Et il va choisir avec vous parce qu'il a cette analyse d'un site web, il a cette capacité de savoir exactement quels mots vont matcher et qu'est-ce qui va faire que votre site va ressortir plus vite. Voilà, donc comme je vous le disais au départ, on le fait pour vous. Vous pouvez rester concentré sur votre business et continuer à faire tourner vos boulangeries, vos magasins, enfin tout ce que vous voulez. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le lien si vous voulez plus d'informations sur le Biz Online, mais vous pouvez aussi, via le site internet, aller à la rencontre de vos Biz experts qui se feront un plaisir de continuer à vous informer, que ce soit mes collègues ou moi-même. Je te rends la parole, Mathias. Merci Marine. Marine, quelle belle parole. Alors je buvais tes paroles hein, parce que c'est tellement juste et j'ai vraiment aimé. Tu es inspiré et tu inspires. C'est tellement important effectivement de mettre toutes ces choses dont tu as parlé. Et je trouve ça bien aussi qu'il y a des solutions qui permettent que vous soyez prise en main, conseillé, secondé. Et tu as résumé quelque chose de très très bien, où tu disais effectivement comme ça, les boulangers peuvent se concentrer sur leur métier et peuvent communiquer, et surtout dans cette période très compliquée. Donc, merci en tout cas pour cette belle solution. Alors,
Je vais un peu donner quelques tips and tricks, quelques trucs. Quels pourraient être les éléments d'un bon site internet? Parce qu'il y a effectivement ceux qui vont vouloir être aidés et secondés, par exemple, comme on vient d'en discuter. Mais c'est bien aussi ceux et celles et ceux pardon, qui veulent être un peu autonomes. Je vais déjà leur donner quels sont les éléments d'un bon site internet. Et tu l'as dit, Marine, tout ça, ce sont des choses avec lesquelles vous prenez soin et vous travaillez avec les entrepreneurs. C'est important d'avoir ce qu'on appelle un bon call to action. C'est un mot de marketing, c'est un CTA. Qu'est-ce qu'un call to action? C'est un bouton à l'action. En gros, c'est un bouton en dessous d'une page, en dessous d'un article qui va mettre appelez-nous, commandez, en savoir plus, etc. Et un bon call to action, c'est faire en sorte que les gens vont pouvoir être séduits pour pouvoir remplir, si vous voulez, pour pouvoir remplir un bon acte. Demandez à vos clients potentiels ce que vous avez envie qu'ils fassent. Alors, un autre mot, une autre expression de marketing, un USP, Unique Selling Point. Alors, qu'est-ce qu'un Unique Selling Point? C'est un élément différenciateur. C'est l'exemple, par exemple, on prend l'exemple de la boulangerie. On ne va pas parler que des boulangers, mais c'est parce qu'on parle de cet exemple ici à plusieurs reprises. Par exemple, on pourrait imaginer un pâtissier qui fait des viennoiseries et qui va se spécialiser dans les éclairs au chocolat, par exemple. C'est le spécialiste des éclairs au chocolat. Et justement, je parle de ça, justement, hier soir au dessert, j'avais mangé des mini éclairs au chocolat, à la framboise, au citron, au caramel, au chocolat. Et je m'étais dit, tiens, je vais sortir cet exemple demain parce que je trouvais ça vraiment, c'est se spécialiser sur un public. Parce qu'en fait, on ne fait bien, on ne vend bien que ce qu'on fait bien. Et donc, c'est ça un USP. C'est votre élément différenciateur. Alors, il peut être de plein de choses par rapport à vos produits, vos services, vos délais de livraison, vos prix, pour le sourire du patron, par exemple. Mais en gros, vous devez avoir clairement un élément différenciateur. Bien entendu, ce site Internet doit avoir les coordonnées, clairement, le contact, le lien, vous devez être joignable. Tout ce qui est navigation, c'est la structure du site Internet. Le fait aussi que votre site Internet, et tu le disais, Marine, le référencement, c'est important. Alors, il y a plein de paramètres dans ce référencement, et notamment le chargement rapide. Faire en sorte que votre site Internet va se charger rapidement, parce que ça peut avoir, et oui, une influence négative s'il se charge lentement, ou positive s'il se charge rapidement. Et alors, tu en parlais aussi, le mobile first, donc le côté responsive d'un site Internet, c'est le fait qu'il va être adapté tout simplement à votre tablette, à votre smartphone, et donc que les contenus vont pouvoir s'adapter à la taille de l'écran. Eh bien oui, en termes de référencement, les moteurs de recherche comme Google par exemple peuvent pénaliser les sites qui ne sont pas responsive ou qui n'ont pas une navigation claire ou un chargement rapide. Donc ça vaut quand même la peine, je pense, de se pencher là-dessus via les BizExperts ou via par vous-même en tout cas, mais en tout cas il faut prendre soin de ces éléments. Alors, une fois qu'on a défini un petit peu tout ça, qu'on s'est lancé sur le site Internet, qu'on a installé aussi peut-être son analytics, ça c'est important pour suivre les analyses directement, on va se fixer des objectifs. Et alors, un objectif, il est SMART. Alors, SMART, je ne fais pas de pub, mais ce n'est pas comme la voiture. Un objectif SMART, qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART? Tadam, attention, suspense, j'envoie la slide. Qu'est-ce qu'un objectif SMART? C'est l'acronyme pour un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Je m'explique. Un objectif spécifique, c'est par exemple, vous allez mesurer un élément à la fois. Vous allez mesurer, par exemple, eh bien, je vais mesurer le nombre de nouvelles visites que j'ai sur mon site Internet. Elles doivent être mesurables. Ça veut dire que techniquement, vous pouvez les mesurer via un analytics, par exemple. Elles doivent être atteignables. Vous allez vous fixer un objectif. Voilà, je veux ce mois-ci 12 millions de visites. Est-ce vraiment atteignable lorsqu'on est entrepreneur? Certes, avec des ambitions dans la région de Namur, par exemple, parce qu'on va avoir 12 millions de visites sur le mois de décembre. Est-ce qu'elles sont réalistes? Ça, c'est à se poser la question quand même. Une ambition, certes, mais réaliste. Temporellement défini, le dernier pour le T de SMART, c'est on va se fixer un objectif dans le temps. Je me fixe pour la fin de l'année tel objectif. Ça, c'est un objectif SMART et ça va permettre sereinement, à l'aise, de se fixer des objectifs sans se mettre trop de pression. Alors, pour mesurer ces objectifs SMART, il y a quelques outils. Il y a les analytics quand on est en digital. Et je donne un petit tips and tricks
Comme ça, on avait tantôt une question par rapport à ça, et on a des entrepreneurs qui ont des magasins, bien entendu, qui sont en dur, qui ont leur magasin, ouvert ou fermé pour l'instant. Vous pouvez prendre des mesures aussi dans le magasin. Prenez par exemple un petit papier comme ça et notez à la fin de la journée combien de personnes sont rentrées dans le magasin. À la grosse louche, combien de personnes sont passées devant la vitrine, pour essayer d'avoir une idée de combien de personnes vous créez en visibilité. Eh bien, lorsqu'on fait ça, par exemple, sur le digital, eh bien, ça va être avec l'analytics. On va mesurer différentes choses, par exemple. Combien de personnes vous ont vu, visibilité. Combien de personnes vous ont liké, c'est de l'interaction, c'est de la considération. Combien de personnes ont partagé, combien de personnes ont cliqué, c'est aussi de la considération. Et puis, combien de personnes ont acheté. Je sais que c'est ça, en tant qu'entrepreneur, on aime bien. Je sais, parce que c'est ce qui fait grandir le business. Mais si je peux vraiment donner un conseil et une recommandation, c'est qu'on a besoin des autres éléments. C'est un peu ce qu'on appelle les signaux faibles, en quelque sorte. Si personne ne vous a vu, il serait rare que quelqu'un achète. Si 200 personnes vous ont vu, il est probable peut-être que 20-30 personnes achètent, parce qu'on va prendre 10% de ce total, par exemple. C'est ça, en gros, le secret d'une bonne analyse, c'est anticiper, en gros, prendre la mesure pour améliorer les progrès, et puis finalement, pour mesurer clairement le chiffre d'affaires, ce qui n'est quand même pas rien. Et le but, tout ça, c'est d'anticiper, vous en conviendrez. Alors, chères participantes, chers participants, on arrive tout doucement à la fin de ce workshop, ma chère Marine. La stratégie, c'est bien, prendre un peu de hauteur, et c'est important de prendre un peu de hauteur pour vraiment réfléchir à comment mener une bonne stratégie. Je le dis souvent aux personnes que je rencontre, que j'ai la chance de coacher. Prenons le temps de mettre une stratégie avant de mettre les outils. Mais une fois qu'on a fait la stratégie, action. Let's do it. C'est le moment de passer à l'action. Et donc, ce modèle stratégique, ça va être définir les différentes phases du parcours client pour ces groupes cibles, déjà comprendre un peu ces groupes cibles. Alors, comment est-ce qu'on comprend ces groupes cibles? C'est déjà observer les personnes qui viennent dans le magasin, qui viennent sur le site internet, c'est aller leur demander, remplir un petit formulaire pour apprendre d'eux, effectivement. C'est intégrer les principales phases du plan marketing, les mettre concrètement. Ce sera de choisir les bons canaux, les différentes phases, effectivement, par rapport les différents canaux pour chaque phase. On avait une question tout à l'heure, est-ce que je vais employer Facebook, Instagram plutôt qu'une autre phase? C'est adapter le message, comment créer un message inspirant, attractif pour attirer les clients. C'est aussi mesurer le succès de manière appropriée en montant les analytics. Petite checklist avant de rendre la parole à Marine. Est-ce que vous avez réalisé votre étude de marché pour comprendre vos clients potentiels et le comportement en ligne? Simplement les écouter, tendre l'oreille. Comme je tends l'oreillette aujourd'hui avec vous, c'est tendre l'oreille vers vos clients potentiels. Est-ce que vous avez un bon site internet? Faites-vous l'audit vous-même. Est-ce que vous en avez un bon site internet? Est-ce que vous avez besoin d'améliorer cela? Est-ce que vous avez fixé des objectifs? Est-ce que vos objectifs sont réalistes? Est-ce que vous ne... je suis d'accord, hein, l'adage viser la lune, on finira bien dans les étoiles, mais le but, c'est pas de finir à côté quand même. Hein, donc, c'est de se fixer les bons objectifs quand même. Et est-ce que vous allez pouvoir mesurer tous ces résultats? Marie nous expliquera tout à l'heure, effectivement, on pourra télécharger aussi la présentation, bonne chose pour un petit peu revoir à la maison ou au bureau. Mais j'ai un petit exercice pour vous, c'est ce qu'on appelle la matrice du parcours client avec les 4 phases, la phase de visibilité, de considération, de conversion et de fidélisation. Et j'ai un petit exercice, il faut prendre du temps, le faire à l'aise. Et pour chaque phase, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vos clients veulent accomplir et qu'est-ce que vous voulez accomplir? C'est important de répondre à ces 2 questions parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a peut-être des objectifs qui ne sont pas les mêmes que les clients. Il faut faire en sorte que ces objectifs soient convergents. Quel contenu vous pourriez écrire pour atteindre vos objectifs ou diffuser ce contenu? Sur quels canaux? Et enfin, comment vous pouvez les mesurer? Et donc, pour chaque phase, vous remplissez en quelques semaines ainsi votre parcours client, en gros, votre plan marketing. Voilà, ceci conclut mon workshop, ma chère Marine, et je suis sûr que nous avons encore des questions par rapport à toutes les personnes qui nous suivent actuellement. En effet, Mathias, on a quelques questions, dont une de Bruno, qui me demande en fait si la prochaine fois je pourrais illustrer avec Biz Online avec des exemples de sites web. En fait, je vais inviter Bruno à aller sur le site proximus.be parce que s'il sélectionne au niveau
professionnel, donc business, et qu'il va après sur le lien site web, il verra qu'en bas, on a différents sites et ils sont tous mis en fonction des professions. C'est-à-dire que vous avez profession restaurateur, par exemple, bien-être, santé, et à chaque fois, vous avez un exemple d'un site web qui a été créé par Proximus avec ce système de Biz Online. Et vous verrez aussi que à chaque fois, il est repris quelle est la taille de ce Biz Online. C'est-à-dire que si vous allez sur restaurateur, vous allez avoir une page en Biz Online S. Si vous allez sur un site immobilier, vous aurez. Voilà, ça correspond plus ou moins à la taille pour laquelle, enfin, de laquelle on aura besoin en fait pour créer son site. Le nombre de pages, le nombre de photos, toutes ces choses-là. Mais tout ça est bien repris sur le site, donc n'hésitez pas. Vous avez tout, vraiment tout plein d'exemples de sites web et vous pourrez les regarder à votre aise. Sinon, j'ai d'autres questions pour toi, Mathias, dont une de William qui me demande en fait s'il fait les deux activités, donc qui rejoint un peu la première question que tu avais eue tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien de la vente que de la prestation de service. Est-ce que tu lui conseilles de distinguer les deux sur un seul et même site web ou au contraire de créer deux sites web? Bonne question. Merci, merci Marine par rapport à William. Alors, ce que je peux déjà dire, deux sites web, probablement pas dans ce cas-ci, parce que c'est toujours dur un petit peu de voir sans voir le cas, hein, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, clairement oui et 3 fois oui, deux ports d'entrée différents. Donc par exemple, on pourrait typiquement, stratégie comme ça, à chaud en direct, on pourrait typiquement avoir un site internet avec deux ports d'entrée, comme on appelle en marketing. On pourrait par exemple avoir la partie vente et la partie prestation en ligne. Donc un même territoire digital, un même site internet, mais avec deux ports d'entrée, parce que là où je rejoins William, effectivement, c'est que ce sont deux cibles différentes, et donc deux cibles différentes, deux personas différentes, deux messages différents. Et donc c'est typiquement, par exemple, je vais prendre ceux qui veulent acheter des éclairs au chocolat et ceux qui veulent suivre les cours en ligne d'éclairs en chocolat pour faire des éclairs au chocolat à la maison. C'est pas la même cible, c'est pas le même produit, c'est de la prestation de service et de la vente. Donc peut-être pas deux sites internet, mais en tout cas deux ports d'entrée clairement distincts. Merci Mathias. On a aussi une question de Marie-Laure qui demande, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, le chargement rapide dépend de quoi? Ah, le chargement rapide. Donc, je suppose que la question de Marie-Laure, c'est qu'est-ce qui peut. Alors, déjà, les photos, par exemple. Lorsqu'on a un site internet, par exemple, on met des gros paquets de photos. On met des belles, grandes, grosses photos qui sont très, très belles, mais qui sont très, très lourdes. Donc, ça peut ralentir. Et ça, un moteur de recherche comme Google, il n'est pas fan de ça. Donc, il est vraiment pas fan de ça. Donc, ça peut être les photos. Ça peut être des problèmes de serveur. Ça peut être des problèmes d'hébergement. Ça peut être des plugins qui doivent freiner derrière. Donc, il peut y avoir plein de raisons. Mais une des premières, c'est vraiment les photos. Alors, je rebondis un petit peu par rapport à ce que tu nous proposes, Marine. Hein, effectivement, c'est que justement, vous prenez, avec le BizExpert, vous prenez soin de tout cela pour faire en sorte, effectivement, que le site se charge rapidement et pas que l'image. Tu te souviens, Marine, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans le temps, il y avait les photos qui s'affichaient et on attendait 1 heure avant que les photos s'affichaient. Eh bien, ça peut même. Ma chère Marie-Laure, c'est à oublier. On proscrit. Donc, notamment les grosses photos. Un des gros éléments, c'est les photos, mais il y en a bien d'autres. Merci beaucoup Mathias. Écoute, il y a encore une question de Marie-Laure. Allez, une petite troisième. Et le KPI. Marie-Laure ? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Pas de souci. Marie-Laure, à nouveau, demande ce qu'est le KPI. Alors, le KPI, c'est un acronyme de marketing. Elle a bien raison, Marie-Laure, de me rattraper. C'est en anglais, c'est le Key Performance Indicators. Ce sont les indicateurs clés de performance. En gros, l'objectif, c'est par exemple de faire sur le mois de décembre 200 ventes, par exemple, avec l'e-commerce. Ça, c'est l'objectif. Et les KPI, en anglais, ou KPI, en français, les indicateurs de performance, ça va être les indicateurs de performance intermédiaires pour faire ces 100 ventes. Est-ce que Marie-Laure, elle aura eu d'inscriptions à la newsletter? Combien de personnes seront venues voir son site internet? Combien de fois elle aura répondu au téléphone? Ce sera les signaux de micro-conversion que l'on a avant la vente, avant les 200 ventes. Ça, c'est ça un KPI. Mais c'est bien de me reprendre parce que c'est pas bien de mettre toujours des acronymes. Il faut pouvoir toujours l'expliquer avec ces mots. Merci Marie-Laure pour m'avoir cette belle question. Merci à toi Mathias, c'est très gentil.
Alors, eh bien, nous touchons tout doucement à la fin de cette présentation. J'ai été tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Une belle heure comme ça en fin de soirée pour vous inspirer, pour vous redonner plein de force, de peps, de punch digital en partenariat avec Proximus et avec Google. Alors, petit espace promo pour l'atelier Digital Google, l'atelier Digital Google qui est une initiative depuis 2018 en présentiel à la base, en plein cœur de Bruxelles, complètement en digital pour l'instant. Eh bien, vous pouvez vous inscrire gratuitement à d'autres ateliers gratuits et participer à un coaching ou à un atelier. L'adresse c'est g.co/atelier digital BE. Ça, c'est pour rejoindre l'atelier digital Google où je suis avec mes collègues, autres coachs et experts. Et on a cette chance, cette opportunité de se retrouver encore, Marine, notamment le 26 novembre prochain pour un nouveau workshop. Donc, il y a l'atelier digital, mais il y a aussi cette belle union Google Proximus pour ces webinaires. En effet, merci Mathias. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce live webinaire. Nous espérons que cela vous a plu. Comme je vous l'ai dit au départ, vous allez recevoir un email avec le lien qui vous permettra de revoir en partie ou de revoir la totalité de cette présentation. On va juste, par contre, vous demander un tout petit effort à la fin de ce webinaire, c'est-à-dire de répondre à quelques petites questions. Voilà, votre opinion vis-à-vis de ce webinaire est très importante pour nous. Ça nous permettra aussi de nous améliorer et surtout de répondre au mieux à vos questions. Donc voilà, quelques petites secondes ou petites minutes pour répondre à ces questions, ça serait très bien pour nous. Voilà, on espère vraiment que ça vous a plu. On a passé un très, très bon moment avec vous et on vous remercie beaucoup pour votre présence. Et si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Mathias. Passez une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup, Marine. Qu'est-ce que c'est quelques minutes dans une vie, effectivement? Donc, prenez le temps un petit peu pour faire ça. J'étais très heureux de passer cette soirée avec toi, Marine, une partie de la soirée en tout cas, et avec vous, chères participantes et chers participants. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 26 novembre prochain pour un nouveau webinaire live, et nous serons là, je serai là avec Marine pour répondre à vos questions. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt.